Salon Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la Vigne et des Hommes, exceptionnellement prise cette fois du cœur d'Angoulême à la Maison Diocésaine dans les studios de notre radio pour recevoir Romuald Vincent qui du gin spirit créé en 2019 à Saint-Brice, à sa dernière création, un amer digestif bio nommé Amarose, eh bien tout un parcours que nous allons découvrir aujourd'hui avec des palmes d'or, beaucoup de médailles à Lyon, à Paris, à Londres, à Las Vegas, à San Francisco, à Bordeaux et autres lieux. Donc tout ça commence avec le Gin Passion en 2019 et j'ai envie de dire à Romuald, qu'est-ce qui le fait courir, pourquoi et depuis quand? Bonjour Romuald. Bonjour Jean-Michel, merci de m'accueillir et de me laisser la parole. Alors il y a beaucoup de choses qui me font courir, ça va être difficile de les résumer parce que c'est vraiment, c'est des circonstances, c'est une histoire familiale, c'est plein de paramètres et puis maintenant c'est un produit qui en amène un autre on va dire et puis des besoins aussi ou des demandes de clients qui m'amènent à réfléchir à d'autres solutions. Alors moi je vous ai découvert dans la presse locale mais depuis un certain temps, je vous l'ai dit en préparant l'émission, je m'intéresse à ce qui est sans alcool parce que comme vous l'avez dit à des collègues journalistes, il y a des gens qui ne peuvent plus vraiment boire d'alcool, qu'ils soient diabétiques ou qu'ils aient d'autres pathologies, mais ils ont quand même envie de faire la fête, ils ont quand même envie de partager et on n'est pas obligé de boire des choses pas super. Alors vous, on va reprendre comme ça le fil de votre histoire. Vous êtes né dans un milieu, notamment par vos grands-parents, où on était un peu plus dans l'alcool et dans ce pays du cognac. Épicurien. Et c'est de là, épicurien. Alors ça, c'est fabuleux. Certains qui nous écoutent disent mais comment un épicurien peut tomber dans le sans-alcool avec son gin, avec d'autres produits. Mais tout ça, j'ai trouvé que ça pourrait faire une histoire passionnante pour notre émission où effectivement on parcourt les vignes de Charente et parfois un peu d'ailleurs. Donc d'avoir cette expérience originale. Alors ça se fonde dans la famille avec vos grands-parents ou plus en amont et toujours du côté de Saint-Brice? Non, pas spécialement puisque à la base, donc historiquement, je suis normand, je suis né en Normandie, du côté de Cherbourg, j'y ai vécu plus de 20 ans et par contre, du côté de mon père, la famille est originaire de Charente et donc de Saint-Brice depuis pas mal de générations. Mais des deux côtés, puisque mon grand-père maternel était plus du côté du cidre, on va dire. Oui, vous êtes une sorte de pomme raisin. Voilà. C'est ça. Donc je connais bien les deux aspects et d'un côté ou de l'autre, les repas, les réunions de famille, il y avait toujours des bons produits à table et une atmosphère conviviale. Pas forcément qu'autour de l'apéritif, mais disons que c'était un moment intéressant et important. Et après, j'ai toujours baigné là-dedans. Et puis ma grand-mère a été cuisinière. Ma mère cuisine très bien, même si c'est pour son plaisir personnel et le nôtre. Donc pour moi, le bien boire, c'est compatible et c'est surtout ça va de pair avec le bien manger. Mais après, véritablement l'amorce de ce qui m'a amené au gin est né via mon grand-père paternel, puisque il produisait dans sa ferme un apéritif et en fait c'est quand j'ai souhaité lui rendre hommage en relançant sa production qui n'avait pas forcément de visée commerciale mais qui était hyper intéressante pour plein de raisons que j'ai commencé à être happé un peu par ce milieu, découvrir plein de choses, plein de gens et après de fil en aiguille à sortir de nouvelles créations jusqu'à être amené au sans-alcool. Mais votre formation n'était pas du tout dans ce domaine? Non, du tout. Non, à la base j'ai une formation plutôt scientifico-artistique on va dire. Je suis architecte et donc j'ai exercé et non ça a vraiment démarré comme un hobby, une passion on va dire. Bien, alors cette passion vous dites elle se fonde avec ce produit qu'avait fait votre grand-père, c'était quoi? Parce que vous nous le dites, mais c'était quoi? Faites-nous saliver. C'est un vin de prunelle sauvage qui est un peu apparenté pour les gens qui connaissent ce type d'alcool à ce qu'on appelle familièrement le vin d'épine, la trousse-pinette chez les Vendéens. Oui. Sauf que là, c'est un produit qui est beaucoup plus fin, qui est beaucoup plus travaillé, puisqu'il y avait justement une volonté d'à partir d'un produit et d'une plante assez rustique, d'élaborer véritablement un
vin raffiné qui puisse convenir à un palais féminin et qui surtout puisse se prêter à des usages et à des avantages techniques qu'on aurait plutôt sur des produits bien travaillés issus de la vigne. Donc c'est un produit qui est, techniquement on appelle ça un vin refermenté muté, puisqu'il y a une base de raisin, mais on va incorporer les différentes parties de la plante en infusion, en macération, en fermentation, qu'on va faire vieillir dans des fûts de cognac. Donc c'est assez long pour aboutir à ce produit, et il est hyper intéressant pour justement toutes ces raisons, puisqu'on est sur une saveur qui est extrêmement fine, qui a du corps, qui se conserve extrêmement bien, puisqu'on est sur des potentiels de garde de quasiment 20 ans facilement, avec un affinage. Et voilà, c'est tout ça qui m'a donné envie on va dire, de relancer ce que j'estimais être une pépite, on va dire, pour la faire découvrir en dehors du village. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Alors, votre grand-père, on aurait dit un apothicaire ou alors un moine bénédictin au Moyen-Âge en train de faire son élixir, finalement. Tout sauf un moine. Mais oui, non. Après, c'était comme tous les gens du cru. Dès qu'on a un peu de racines à la campagne, forcément, on récolte des choses. On a un jardin, on récolte des choses dans la nature. On fait beaucoup de choses par soi-même. Et comme tous les gens de cette génération et de ce milieu, il avait l'habitude de faire ses préparations. Et puis c'est vrai que on le voit même localement sur les pinots, c'est quand même un plaisir que beaucoup de gens ont de faire leur propre pinot. Donc d'une certaine manière, c'est un peu ça, quoi. Oui, parce que c'est aussi leur signature familiale de faire tel type de pinot. Il n'est pas le même d'une maison à l'autre quand on s'invite les uns chez les autres. Alors, il y a ce grand-père, il y a cet élixir, j'allais dire, oui, et vous l'appropriez et vous décidez quoi, et qu'est-ce qui se passe ensuite pour l'affaire que vous décidez de monter? Alors dans un premier temps, l'idée c'était de réussir à relancer une production, ce qui n'était pas évident parce que quand il est décédé, ma mère a eu la présence d'esprit en fait de noter un peu avant qu'il meure sa recette. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient un peu comme toujours un peu passées sous silence puisque c'est un peu la sauce de chacun. Donc il y a d'abord eu des étapes pour essayer de re-expérimenter avec des ratés forcément, et des bonnes surprises également. Et dans un premier temps, l'idée c'est vraiment d'être capable de relancer une production, un peu avec des moyens extrêmement limités puisque j'étais pas de ce milieu-là, et puis j'avais un timing qui était très serré aussi pour d'autres raisons personnelles. Et après, il y a l'aspect graphique qui m'a intéressé aussi et qui m'intéresse toujours sur les produits, puisque j'aime aussi, j'estime qu'il y a d'excellents produits, il y a plein d'excellents produits en France. Souvent, ce qui va un peu pêcher, et c'est normal, c'est que ça va être l'aspect un peu comment les mettre en valeur à travers la bouteille, puisque c'est triste à dire, mais beaucoup de gens vont se donner une idée du produit à travers le visuel. C'est la première apparence qu'on a et qui nous flatte ou pas. On a envie de communier à ça ou pas. Voilà, et c'est pour ça que j'ai aussi, en même temps en fait que je me suis attelé à la production, j'ai essayé d'imaginer un univers, un graphisme qui soit un peu plus moderne, tout en ayant des codes historiques, réussir à faire une espèce de synthèse entre ces choses-là, et qui donne un coup de jeune entre guillemets pour redécouvrir des saveurs passées. C'était ça la motivation. Et puis voilà. Alors après, vous vous lancez et on retrouve vos produits dans les bars. J'ai vu mixologie, etc. Comment ça s'est passé, la commercialisation? Qu'est-ce que vous avez été démarché une fois que vous avez de très beaux flacons? Il va falloir les décrire pour celles et ceux qui nous écoutent. Comment vous avez ouvert le marché? D'abord la fabrication chez vous, et vous avez mis en bouteille vous-même, avec papa, maman. Je sais que maman travaille avec vous. Alors j'ai un peu quand même démarré seul. Ah oui, tout seul. On dit, puisque tu veux faire ça, vas-y, amuse-toi. Oui, nous, on regarde ce qui se passe et après, on verra. Non, après, même si effectivement, ma mère a été un support de la première heure, c'est surtout après pour augmenter, entre guillemets, les capacités de production et pour un peu faciliter. Il y a un moment, tout seul, on est quand même limité, forcément. Et puis, je suis content de travailler en famille aussi. Non, j'ai développé de façon très empirique et très laborieuse. Donc, j'ai fait un peu tout ce qu'il fallait pas faire et j'ai découvert tout ce qu'il fallait faire. Mais sur le tas, disons que j'ai sorti un produit, j'étais tout fier de moi. En tout cas, après, les 2-3 ratés qu'il y a pu avoir initialement. Et là, je me suis dit, c'est sympa, mais c'est encore mieux si on peut le faire découvrir et si on peut le vendre accessoirement. Et donc, j'ai essayé de voir. En fait, c'était là ça la complexité de ce produit-là, c'était sans avoir pensé véritablement à un marché. Même s'il avait un intérêt justement parce qu'il y a moins d'alcool, beaucoup de goût, beaucoup d'avantages techniques. Où le vendre?
Et c'est là que du coup je me suis rendu compte justement qu'il y avait tout un panel qui pouvait être très différenciant et avec vraiment chacun ses problématiques, du CHR, donc les cafés, hôtelleries, restaurants, de l'épicerie fine, même dans une certaine mesure, même si je m'en suis vite détourné, ce qu'on appelle la GMS, la GD, avec chacun ses codes, chacun ses manières de fonctionner. Et il s'avère que de tous ces milieux-là, c'est le bar qui a été le plus réceptif, hein, puisque je suis aussi arrivé à un moment charnière, puisque la scène cocktail a émergé en France à peu près dans cette période-là. Parce que le cocktail, c'est très anglo-saxon. Il y avait eu historiquement une culture française du cocktail qui est un peu passée de mode, hein, si on veut, qui a largement survécu, puisque les codes anglo-saxons étaient beaucoup plus adaptés à ces produits-là, et qui est revenu par le biais de barman souvent français, qui ont exercé là-bas et qui sont revenus en apportant leur touche, et qui ont commencé à ouvrir plein de bars, en fait. Alors, principalement sur Paris, puisque c'était aussi là-bas que je travaillais, donc c'est aussi pour ça que j'ai pu être en contact avec ces gens-là. Et il y a eu 2-3 personnes qui m'ont dit, écoute, ok, nous on cherche des saveurs différentes, avec des produits qui ont une histoire, le produit est cool, ça nous intéresse, donc on va voir ce qu'on peut faire avec. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dedans, si on peut dire, puisque ça a été vraiment les premiers clients. Alors, on est en quelle année ? Le produit s'appelle comment ? La bouteille, elle est comment ? Alors, on était il y a 9 ans, je crois, à peu près. La bouteille était déjà noire. Elle n'était pas aussi... Alors, parce que là, on était sur la Dame de Pique, toujours, parce que je reste sur le premier produit. On était sur une bouteille noire, beaucoup plus noire que ça, puisqu'on était sur un verre teinté dans la masse de saveur glace qui n'existe plus. Un peu renflé. Ouais, on était plus sur un format de bouteille bourguignonne, plutôt vin conventionnel, parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Mais toujours noir, parce que c'était un peu l'iconographie que je voulais donner au produit, avec la Dame de Pique. Le nom n'a pas changé, l'ADN n'a pas changé, c'est vraiment après plus des affinages au niveau, sur le galbe de la bouteille, sur la finesse, etc. Et il y a la figure d'une Dame de Pique qui est dessinée, gravée sur la bouteille. C'est ça. Voilà. Alors, on est là, vous commencez à découvrir ce marché, à voir ces bars à cocktails, notamment, je parle de lui parce qu'on a fait une émission chez lui, comme le Luciole à Cognac, et avec des gens qui viennent de l'étranger, qui sont français, qui ont travaillé à l'étranger, qui se sont dit, tiens, on va ramener une façon de faire avec des produits originaux, des produits locaux, et des gens qu'on connaît et qui s'engagent pour nous-mêmes faire nos propres saveurs de cocktails, ok ? Et alors après, qu'est-ce qui se passe ? Vous dérivez tout de suite, enfin dérivez, c'est pas une dérivation, mais sur le sans-alcool, sur le gin, comment se fait l'histoire là ? Ça s'est vraiment fait par palier, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu la Dame de Pique, ensuite il y a eu les élixirs de la Dame, qui là sont des produits purement, s'ils sont 100% dans leur usage, pas forcément dans leur ADN, des produits pour le cocktail. Ce qui n'était pas fondamentalement le cas de la Dame de Pique, qui est un apéritif, donc un produit qui se suffit à lui-même, qui pourrait être un apéritif d'accompagnement. Les vermouths, on peut les prendre purs. À l'heure actuelle, cette catégorie de produits, elle n'existe quasiment, elle ne survit surtout que à travers le bar à cocktail. Donc du coup, j'ai créé les vermouths à la suite, là vraiment spécifiquement. Pour les barman, parce que c'était un marché que je trouvais intéressant, inexploité, une culture française et des produits qui avaient un véritable ADN et une histoire française et qui en fait avaient complètement disparu dans leur grande majorité. Et je trouvais intéressant justement de rapporter des éléments, de l'histoire du village, d'une manière de travailler, d'un travail sur les plantes sauvages médicinales, donc plein de choses qui avaient existé mais qui au final n'étaient plus du tout mis en avant. Et c'est comme ça que je suis arrivé au vermouth, et la partie sans alcool est étrangement née de la création des vermouths. C'est vraiment complètement lié en fait, puisque les gins sont nés d'une demande de plusieurs, mais surtout d'un barman qui était un fan vraiment des élixirs, qui travaillait à sa carte et qui m'a fait une demande en fait, à un moment il cherchait vraiment un produit alternatif sans alcool qui lui permette de travailler de la même façon ses cocktails qu'il pouvait le faire avec ce que je lui proposais traditionnellement, quoi. Et alors là, c'est là que naît le gin. Enfin, d'abord, il vous connaissait déjà, forcément, parce que sinon, il ne vous aurait pas fait appel. Et il a senti que la philosophie, on en parlait aussi avant l'émission, qui sous-tend à votre démarche, était présente. C'est laquelle, d'ailleurs, avant qu'on se lance dans le produit spécifiquement ? C'est la qualité. Alors, j'allais dire, la qualité, l'authenticité, sans tomber dans les clichés, et l'innovation. Pour revenir au côté épicurien, même si effectivement, à chaque fois qu'on dit il y a du sans-alcool, ça fait bondir.
pour moi, ça n'a jamais été incompatible, en fait. Et c'est même ça qui m'a dérangé longtemps sur la partie des boissons sans alcool. Le fait que, je veux dire, les gens ont plein de raisons de boire ou de ne pas boire. Dans les deux cas, en tant qu'artisan, pour moi, l'objectif, c'est de leur offrir un moment de qualité. Je juge pas après quel produit ils choisissent et pour quelles raisons ils boivent, si ce n'est pour se faire plaisir. Et c'est pour ça que ça me dérangeait honnêtement, de voir que des produits objectivement mauvais, industriels, avec aucun intérêt, aucune âme, aucune innovation, et il y avait surtout aucune recherche de qualité à l'intérieur, si ce n'est vraiment de remplir un vide et de se faire de l'argent. Et je trouvais vraiment que ça manquait de pertinence et d'avoir une démarche artisanale qualitative sur un produit sans alcool. Et c'est comme ça vraiment que le produit est né. Le barman et les barman m'ont fait confiance parce que justement ils savaient comment je travaillais et justement par rapport à ce que je recherchais, contrairement à tout ce qui se faisait et ce qui se fait encore aujourd'hui, j'ai surtout essayé de penser une manière de produire différente pour avoir des rendus qui soient fins et qui aient un intérêt en fait d'un point de vue dégustation aussi pour des gens qui ont la culture de l'alcool. Enfin, je parle des bons alcools en tout cas. Et donc voilà, c'est comme ça que vraiment ça s'est fait. Alors, je ne sais pas si on peut vous imaginer ou pas, mais comment est-ce que vous travaillez ? D'abord, où est-ce que vous allez chercher le produit ? Vous n'avez pas de vigne, donc vous évidemment, ou d'aubépine, je ne sais pas, tous les produits, vous les prenez où et comment est-ce que vous les travaillez ? Alors, au démarrage, j'ai travaillé beaucoup de plantes sauvages, puisque la partie sauvage, c'est quelque chose que je fais pour la gamme alcoolisée. Ça a posé des limites sur la partie sans alcool parce que la manière de produire est différente, on distille, on a besoin de plus de matière. Il y avait aussi une vocation de pouvoir produire plus, ce qui était quand même une limite sur les deux produits alcoolisés qui sont vraiment des cuvées en édition hyper limitée pour plein de raisons. Donc j'ai démarré avec des plantes qu'on récoltait, des plantes sauvages, et rapidement j'avais aussi besoin de plantes qu'on ne trouvait pas en fait, notamment des épices. Donc je me suis pas autant fermé entre guillemets que ce que j'avais pu faire sur la gamme alcoolisée. Mais après c'est hyper empirique comme toujours en fait. Je fais vraiment je suis un grand adepte du système D. Je pense que on peut faire tout avec n'importe quoi. Après ça prend plus de temps. Mais pas n'importe comment. Après ça prend plus de temps, des fois c'est moins optimum et on s'embête un peu plus. Mais comme de toute façon il fallait tester, il y a forcément beaucoup de déchets, il y a beaucoup d'itérations, et donc l'idée c'est vraiment de démarrer petit à petit en travaillant. Je travaille avec énormément de plantes. C'est aussi ça que m'a permis de développer la gamme des élixirs, travailler les combinaisons aromatiques en fait. Et au-delà des combinaisons aromatiques, c'est une ligne directrice que j'ai gardée dans la création des produits. C'est toujours en filigrane, c'est-à-dire que j'essaye aussi de faire des produits. Alors le mot peut faire bondir, mais médicinaux, ou en tout cas aromathérapiques, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, souvent quand vous utilisez plus de 5-6 ingrédients, notamment des plantes, ça devient compliqué de mélanger. Enfin, on a des saveurs qui apparaissent, qui sont pas forcément, des fois il y a des grandes surprises, et en fait le fait de travailler avec des plantes qui ont des effets synergiques, de par leur utilisation, alors plutôt médicinale, étrangement, ça donne souvent ça marche très bien dans 90% des cas au niveau des arrangements aromatiques, des choses qui pourtant paraîtraient assez, à première vue, même un peu dingue. Et j'ai gardé cette philosophie-là depuis les élixirs sur la gamme du sans-alcool, puisqu'en fait, je travaille avec énormément de plantes. Là, on est à plus de 30, des fois à 60, donc ça commence à devenir vraiment dense. Et c'est ce qui me permet en fait de créer une espèce de canevas. Et après, comme quand on dessine ou qu'on peint, en fait, pour avoir une structure, après aller par touche, on va dire, mettre un peu ce qu'il faut au bon endroit. Alors, ce gin sans alcool, comment on va travailler toutes ces plantes sans alcool, les macérations, les distillations, etc. Comment ça fonctionne ? Et parlez-nous maintenant de ce produit qui est si médaillé. Déjà, la philosophie du gin, c'est qu'il a été pensé aux antipodes de la manière dont les boissons sans alcool l'étaient. En fait, les simili spiritueux sans alcool, et notamment gin sans alcool, ont été créés, sont nés en Angleterre, pour des raisons assez particulières, puisqu'il y a une consommation qui est quand même là-bas assez exagérée d'alcool, dirons-nous. L'abus d'alcool est dangereux, je dois le dire en émission. Et ça crée une espèce de réplique antagoniste de produits à 0%. Du coup, avec vraiment en idée de désalcooliser, pour justifier ces produits-là, sauf que
pour avoir fait les tests, c'est techniquement complexe. Enfin, c'est complexe, c'est pas très complexe, mais c'est beaucoup de choses pour pas grand-chose, puisqu'on a des produits qui, en fait, au final, ont peu de structure. On a de l'eau à la fin, il faut dire ce qui est. Et une eau qui, souvent, a même moins d'intérêt qu'une eau aromatique. Oui. Donc, en fait, c'est vraiment parti de ce postulat-là. C'était très opaque aussi. Les méthodes de fabrication étaient vraiment pas claires. Donc, en fait, les gins, ils sont élaborés. En gros, on va se calquer sur le processus d'élaboration d'un gin GIN à travers les étapes de macération, de chauffe, de distillation, d'extraction aromatique à la vapeur et de récupération du distillat. Mais en fait, on va empêcher la fermentation dans le mélange initial. L'idée, c'est aussi de pouvoir avoir un 0% du début à la fin, parce que je trouvais qu'il y avait un intérêt pour certaines pathologies, parce que j'ai aussi pensé pour des vraies problématiques de santé que j'avais pu voir, et des gens qui étaient frustrés, qui souvent aussi avaient... C'est ce que je disais au début de l'émission. Ouais, et c'est ça, étaient d'anciens épicuriens, et en fait, avaient vraiment, ils voyaient les produits, et ils disaient, en fait, on n'a plus droit à rien, et c'était même un peu triste, je trouvais. Et donc, c'est pour ça que je trouve intéressant vraiment de proposer un 0% du début à la fin, aussi parce que techniquement, le fait de penser de cette manière-là, ça a aussi permis d'améliorer véritablement les techniques. En fait, on va extraire l'aromatique en distillant à très haute température, de manière à fusionner des éléments. C'est plutôt une fusion, en fait, la distillation qu'on va faire, qu'une séparation de phase qu'on pourrait faire traditionnellement sur un process d'alcool type gin. Ça va permettre d'avoir des produits qui se gardent beaucoup mieux, qui ont une texture, une longueur en bouche, une amplitude aromatique qui va vraiment suggérer qu'il y a la présence d'alcool, via les plantes. D'accord. Alors, quand ce produit... j'aime pas le mot d'ailleurs comme ça, mais bon, a été élaboré. Pareil, vous avez décidé de le mettre en bouteille, donc des petits flacons, presque des flacons qu'on trouvait dans les pharmacies autrefois, comme les bouteilles de sirop, avec un joli bouchon en liège. Et ça reste simple, c'est toujours teinté. Comme pour les plus anciens qui voient les flacons de teinture d'iode et compagnie, parce que là il faut que ça reste à l'abri sans doute de la lumière. Ce sont des petits flacons et après une très belle étiquette avec sur le côté effectivement les différents prix qu'elles ont pu avoir de médailles d'or et autres, mais ça c'est encore une autre histoire. Alors ça, vous en avez, la gamme comporte combien de sortes et où est-ce que vous les vendez et où est-ce qu'on peut les trouver? Voilà. Alors il y en a 3 pour l'instant, donc le troisième vient juste de sortir, c'est la mer digestif, donc qui vient un peu compléter la gamme, avec 2 premiers qui étaient le nature passion et le nature immunité, un plutôt sur des notes épicées florales, le deuxième sur des notes fruitées, notamment des notes un peu de cassis végétales, et le dernier plutôt sur le côté orange amer. Donc c'est des produits qui sont distribués maintenant en national, sur le réseau épicerie fine, caviste, bar. Alors après, j'ai pas forcément la main sur toute la diffusion, puisqu'il y a également des agents et des distributeurs, mais par exemple sur Angoulême, vous pouvez le trouver, là je viens juste de livrer Jacques Soula, qui est oui. Oral, Oui, on le connaît bien. entre autres, mais il y a aussi le caveau, enfin voilà, il y a quand même quelques points, l'incontournable également. Après, ça reste toujours aussi beaucoup utilisé dans les bars, puisque ça reste aussi l'ADN de ces produits-là, mais ça c'est vraiment ouvert. Il y a du magasin bio également, alors plutôt sur Cognac pour le coup, et après en national un peu au compte-gouttes, parce que les magasins bio sont encore assez peu globalement ouverts aux spiritueux, donc le sans-alcool on est encore sur... Ça vient, parce que j'ai fait quelques émissions là-dessus, sur ce sujet. Du sucre, pas de sucre, pas de sucre. Non, il n'y a pas de sucre dans les 2 gins, et dans le troisième, la mer digestif, il n'y a pas de sucre rajouté. C'est-à-dire qu'on a un indice glycémique qui est extrêmement faible et qui est toujours adapté pour un régime diabétique, puisqu'on est en dessous des 2 grammes par litre, mais on va en fait recréer la sensation de la liqueur via de la plante, et notamment la stevia, sans tomber dans le côté goût de stevia, vraiment donner la sensation qu'il y a du sucre sans qu'il y en ait. D'accord. J'ai vu aussi que vous aviez une technique de distillation brevetée. Oui, vous avez inventé quelque chose que vous avez breveté. Oui, disons que j'ai sur la partie le premier gin, en fait, c'est pour ça que j'ai continué à développer la méthodologie, la technique de distillation à très haute température. C'est quelque chose qui a permis de donner la patte à ces produits-là, et que je continue à faire évoluer et à affiner dans la gamme, parce que les résultats, j'en suis très content. Bon, alors pour ceux qui nous écoutent et qui ont l'habitude de boire du spritz, j'ai lu que un de vos gins, c'était, comment dire, ça pouvait se comparer au spritz, ou c'était un peu l'idée. Ouais, en fait c'est le nouveau. Alors c'est celui qui a eu des médailles aussi, Amarazo. Ouais, alors ils ont tous eu des médailles. Lui, il en aura peut-être encore plus que les autres, parce qu'il en a déjà 5 d'or. Mais c'est un amer digestif sans alcool. Donc c'est un vrai digestif dans l'esprit du produit, notamment via les plantes amères. L'idée, c'était d'aboutir quand même à une amertume relativement agréable pour un palais français, puisque par rapport aux Italiens, les gens ont un peu plus de mal.
orientale. On va être sur le côté pamplemousse, on va dire. Pamplemousse, curcuma, orange amère. Pour les gens qui aiment le spritz, effectivement, c'est une excellente alternative. On se positionne vraiment comme Campari. Alors, apérole si on veut, mais on va dire plutôt la finesse du Campari, avec quand même, pour Campari, c'est trop. Alors, donc, on met l'amarose, on met les glaçons, et qu'est-ce qu'on rajoute? Un peu d'eau pétillante ou rien, ou c'est bon comme ça? Vous pouvez le boire pur, il se consomme largement comme ça. Si vous êtes moins fan de l'amertume, vous allez pouvoir effectivement l'atténuer. Du coup, alors, avec un pétillant, effectivement, une eau pétillante, rien n'empêche, il commence à y avoir maintenant des effervescences sans alcool, entre guillemets simili prosecco, donc vous pouvez vraiment refaire un peu ce que vous feriez sur un spritz. Le spritz normalement c'est prosecco, eau de seltz, en gros eau pétillante et de Campari ou apérole. Donc Campari. Vous pouvez garder le même. Voilà, c'était pour finir l'émission sur une note comme ça un peu apéritive. Et demain alors c'est quoi? Enfin l'avenir. L'avenir, en 2 mots, puisqu'on termine l'émission. Voilà, l'avenir, il y a plein de... Il est ouvert. Ouais, il y a plein de choses qui sont lancées. Il y aura d'autres créations. En tout cas, voilà, si je trouve le temps, mais là, je pense que j'essaierai de le trouver. Et puis, probablement aussi un projet plus de centralisation de tout ça. Oui, vous regroupez pour être plus efficace, entre guillemets, toujours avec votre maman qui vous accompagne. Alors il y a peut-être d'autres personnes aussi. J'espère bien, mais enfin, c'est bien d'avoir une belle histoire épicurienne et familiale en même temps, et avec le grand-père, etc. Et sur Saint-Brice et autres lieux. Donc, le Gin Spirit. Merci à vous, Romuald Vincent, d'être venu nous voir. Et puis, on vous souhaite bon vent. Merci. Et moi, je vous dis au mois prochain pour une autre émission de La Vigne et des Hommes.